Allez, c'est parti, on va aller voir quelques nouveautés manga du mois de avril-mai. On va commencer par aller voir quelques coups de cœur. Cette fois-ci, j'en ai 3, folie. Et le tout premier, c'est dans L'ombre de la reine de Kozaki Ai. Alors, c'est un seinen de chez Soleil, et pour l'instant, au Japon, il y a 8 tomes, et c'est encore en cours, donc on va avoir de quoi lire les prochaines années. Alors là, on va plutôt aller à l'époque Tudor. Je sais pas trop si ça te parle, ou si t'es assez vieux pour peut-être mater la série. Et peut-être que Anne Bolai, ça te dit quelque chose. C'est un nom quand même assez connu, même si on est une quiche en histoire. C'est un manga qui se passe à cette époque, dans les années 1530, et qui va notamment suivre le jeune William Cecil, tout jeune, qui ensuite deviendra un personnage important dans la cour. Et dans ce premier tome, on va notamment le voir à 12 ans, monter au château et découvrir la cour d'Angleterre. Ah, grand plaisir. Voilà, je vais pas te spoiler plus, mais en gros, c'est un peu un manga historique. Alors, c'est pas trop mon genre de truc, mais contre toute attente, j'ai passé un très bon moment. Par contre, je suis une quiche en histoire et je me souviens plus de l'histoire des Tudors, donc je sais pas trop si c'est hyper accurate. C'est assez bien écrit, l'histoire se déroule tout seul, t'as pas trop de pavés de texte qui vont t'expliquer le contexte historique, politique. Tout va arriver de manière assez fluide et on comprend plutôt bien les enjeux de l'histoire et de l'époque. Ce qui est un peu compliqué avec les romans historiques, c'est que parfois, justement, c'est historique. C'est-à-dire que, on va dire, les mœurs de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui, on a quand même pas mal évolué, et donc parfois, ça peut faire un peu grincer des dents. Je pense notamment en termes de sexisme, de rapport au corps, au consentement, ce genre de choses. Donc tout dépend de comment l'auteur va l'amener. Et là, c'est plutôt bien amené parce que le personnage de William Cecil donc ne connaît pas cette cour. Il va la découvrir et lui, il vit un petit peu dans ce monde de bisounours. Donc quand il arrive là et qu'il découvre un roi horrible et la manière absolument horrible dont sont traitées les femmes, ça le choque. Ça le choque et il va vouloir se révolter contre ça. Et donc en tant que lecteur, ça fait du bien d'avoir ce héros principal qui se révolte contre toutes ces choses horribles. C'est pas juste présenté comme ça. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le dit du Genji qui était sorti en manga, parce que justement je trouvais qu'il manquait ce recul, il manquait ce regard, cette relecture un peu contemporaine. Alors ça, à chaque fois on nous dit oui mais à l'époque ça se passait comme ça, oui mais on est en 2025, donc du coup il faut remettre un petit peu au goût du jour ta relecture, ta réécriture. Faut trouver un prisme par lequel passer, et donc là ils sont passés par ce personnage principal qui va vouloir se construire en réaction, en rejet à ce système. Et c'est plutôt intelligent et ça passe très bien. Deuxième coup de cœur, on va rester dans les seinen avec les Nations du Soleil Sanglant. C'est de Matsuki Ika et c'est sorti chez Akata. Pour l'instant, au Japon, il y a 6 volumes, c'est toujours en cours, et le prochain, le tome 2, sort en France en juin. De quoi ça nous parle ? En gros, vers 2040-2050, c'était la merde. Il y a eu pas mal de problèmes politiques, des catastrophes naturelles qui ont fait que le Japon s'est retrouvé dans une misère sans nom et a complètement éclaté et s'est divisé en 3 régions. 3 régions qui se font évidemment la guerre. Et tous ces soulèvements et ces catastrophes ont notamment fait que le Japon a pas mal régressé et s'est retrouvé un petit peu en mode post-seconde guerre mondiale. Et notre héros principal, Aoteru, habite au Yamato, qui est un des 3 nouveaux pays issus de la division du Japon. Sauf que Aoteru, il a lu pas mal de bouquins, il est pas trop con, pas trop mauvais stratège, et il y a un moment, il y a un événement assez dramatique, je te spoil pas tout, qui va faire qu'il va se mettre en tête de réunifier les 3 pays en guerre. On dit bon courage à Aoteru, et on lit tout ça. Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est vachement bien, c'est un coup de cœur. Déjà le dessin, moi je le trouve hyper impactant, je le trouve assez original, il a des traits assez durcis, pareil le découpage, on aime, ça se lit tout seul, c'est parfait, les dialogues s'enchaînent, on tique pas trop pendant la lecture quoi. Alors moi, tout ce qui est dystopie, de base, je suis hyper hypée et je vais forcément la lire. Et celle-là, elle m'a pas déçue. Tu vas retrouver cette idée de gouvernement hyper autoritaire, parce que forcément, la plupart des anciens japonais vivent dans la misère, il y a des guerres tout le temps, t'imagines bien un petit peu le climat, la tension que ça peut donner dans les pays. Et comme je te disais, tu vas retrouver aussi ce Japon un peu vintage, c'est-à-dire que c'était une dystopie futuriste, mais on a l'impression qu'elle se passe il y a 50, 60 ans. Tu vas retrouver aussi cette idée de gouvernement qui sont des gros pourris, parce que le synopsis de base, ça fait quand même un petit peu penser à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la problématique, c'est que tout a pété vers 2040-2050. C'est pas mal, à la fin d'un manga, t'as un récap avec la chronologie de tous les événements qui ont mené à ce qu'est le monde actuel du manga. Et on t'explique notamment qu'une partie du problème, c'est que toutes les richesses se sont retrouvées entre les mains de quelques petits milliardaires. Milliardaires qui, grâce à l'argent, ont pris le pouvoir, pas grâce à leurs compétences, évidemment, ça nous fait penser à d'autres personnes, qui en ont rien à faire du peuple qui crève, etc., etc. Une bonne vieille dystopie. Voilà, en ce moment, ça sent pas bon en 2025, ça sent pas bon les gars. Bon alors, c'est un petit peu dur, ça reste un seinen, va pas filer ça à ta petite sœur, va venir ça. Dernier coup de cœur, alors lui je l'ai rajouté hier aussi, je pensais pas du tout mettre un coup de cœur là-dessus. Le voilà, l'âme du dragon. C'est un seinen de Hoshino Makoto qui est sorti chez Doki Doki. Il est toujours en cours au Japon avec 4 tomes. De quoi ça nous parle ?
que tu y suis notamment principalement le personnage de Izagi, qui est un bourreau, mais qui excelle dans son art. Lui, les têtes, il les tranche d'un coup. Et il réside notamment sur une île où on envoie tous les condamnés à mort, les prisonniers, et il n'a vécu que là, il ne connaît que là. Et il y a notamment un petit détail qui le rend un peu particulier, c'est que lorsqu'il coupe des têtes, il y a une espèce de pouvoir qui fait qu'il arrive à voir les souvenirs de la personne qu'il vient de décapiter. T'imagines qu'après, pour l'intrigue, ça va un peu servir. Et sur place, il va se lier notamment avec un prisonnier qui était un ancien grand général, et qui lui donne notamment des petites ficelles de métier, des petites ficelles du combat, qui va l'aider et le former. Et dans ce monde, il y a une histoire de dragons. Ouais, alors ça, au début, j'ai un peu tiqué, en mode « Oh là là, des dragons, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?» Mais pour l'instant, c'est pas si kitsch que ça en a l'air. En gros, les dragons existent dans ce monde, sont des grosses entités que tout le monde vénère, sauf que Izagi n'en a jamais vu, puisqu'il est toujours resté sur son île. Donc il est passionné par les dragons, et il écoute toutes les histoires de dragons qu'on raconte. Donc un de ses rêves, c'est notamment d'en voir un de ses yeux vus. Et il va se passer pas mal de choses sur cette petite île, qui va l'amener à la quitter et à former une amitié avec un jeune homme qui va le prendre avec lui dans son périple et partir dans une espèce de quête pour essayer de trouver un petit peu l'origine de ces dragons, à quoi ils servent, de quoi ils en retournent. C'est un petit peu bizarre cette histoire, ça sent la magouille, allons enquêter. Alors c'est vrai que le résumé, je l'ai lu, ça m'a pas hyper emporté du tout. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est. Le titre en plus, le titre pareil, m'a pas du tout donné envie. L'âme du dragon, bouh. Mais en fait, en lisant, ça m'a hyper intéressée. J'ai trouvé les personnages assez bien écrits, notamment le personnage d'Izagi, du bourreau, qui est assez attachant, qui n'a donc connu que ce métier, qui n'a donc connu que cette île. Tout ça sans vraiment de séance de psy. Donc, la mort, tout ça, le fait de tuer des gens au quotidien, ça l'a un petit peu impacté, et ça va un petit peu le foutre mal. Et il y a une espèce de duo qui va se former à un moment avec un autre personnage, et cet autre personnage, pareil, il est pas mal attachant, il a une personnalité bien à lui, un petit peu bourru, mais pas trop. On est un peu dans la demi-mesure. Et ce petit duo qui va se créer, il est assez intéressant. Pareil, en termes de dessin, j'ai été assez surprise. Il y a des bonnes idées, notamment sur les dragons, qui ont un design assez cool. Au début, je me suis dit ça va être un petit peu kitsch, un petit peu vintage, les dragons, on en a vu plein dans les mangas. Et ben là non, alors on les voit très peu, mais il y a notamment une double page où ils apparaissent et c'est un peu classouille. Ils ont un petit côté évanescent, un petit peu vieille peinture chinoise, asiatique, assez drôle. Donc voilà, va lire ça. Next! Alors là, on arrive dans les sympas à lire, c'est-à-dire que c'était bien, mais bon, on va pas non plus en faire tout un pataquès. Le tout premier, c'est Boichi, les voyageurs de l'espace. Donc Boichi, c'est le mec qui a fait Dr. Stone. Alors Dr. Stone, moi j'ai bien aimé, c'est pas mal, j'ai juste pas eu la foi de le terminer. Et c'est un seinen qui a été publié chez Glénat. Il sera en 2 tomes, pour l'instant il y en a qu'un, et on attend le deuxième. Alors c'est assez vieux, c'est un vieux truc qui a été ressorti, ça date de 97 au Japon, et ça sort cette année en France. Et ce sont des petites nouvelles SF, tout simplement. Plein de petites nouvelles de science-fiction. Alors ça brasse large en termes de SF, et c'est assez cool. Et ben tu retrouves un petit peu ce petit côté science, alors pas art science fiction non plus, mais ce petit côté science un peu plus dur, un peu plus expliqué dans le manga, c'est un peu sérieux. Mais tout ça avec un petit peu de drame humain, de poésie. Alors il y a des histoires un petit peu cheloues, entre un fils et sa mère, 40 ans après, un peu bizarre. Il y en a des assez attachantes sur par exemple une espèce d'arche qui va garder de l'ADN en lui pendant des milliers d'années. Que reste-t-il de notre Terre après que l'être humain soit éteint? Des grandes questions philosophiques quoi. Ensuite on part sur Wild Strawberry. C'est de Yonemoto Hire et c'est publié chez Crunchyroll. Pour l'instant au Japon il y a 5 tomes et c'est toujours en cours. Alors ça c'est dommage, c'est passé à ça du coup de cœur, ouais vraiment dommage. Qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a quelques dizaines d'années, la végétation a soudainement envahi le Japon, Tokyo, le monde, je sais plus trop. Sauf que ces plantes elles contaminent les humains et elles les font devenir des espèces de monstres qui mangent les autres humains. Voilà, pas cool. Et donc littéralement, la ville de Tokyo est une jungle. Et il y a notamment une espèce de milice qui a été mise en place pour abattre les personnes contaminées qu'ils verraient ou qui se cacheraient. Et toi, tu vas suivre un petit duo, un frère et une sœur, qui se planquent parce que la sœur a été, contaminée. Sauf que c'est un peu bizarre, elle est contaminée mais elle attaque pas son frère, enfin tu vois, elle a juste quelques pétales qui traînent par-ci par-là. C'est un peu étrange et on se demande pourquoi. Voilà, c'est un petit peu ça le pitch de base. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi j'ai bien aimé l'univers qui a été mis en place. Au début je me suis dit, oh, ça sent bon ça va être cool. Alors c'est un petit peu trashouille, notamment dans les attaques par les plantes, mais il y avait un petit peu de tension, c'était un petit peu intriguant. Et pourquoi c'est pas un coup de cœur? Eh bien parce que je trouve que ça redevient un petit peu plus générique, un petit peu plus commun sur la deuxième partie du manga. Donc à un moment, ça devient une espèce d'Ajin / Tokyo Ghoul.
On a déjà vu ça. L'histoire partait sur un petit truc un peu original qu'elle a perdu au fil des pages. C'est pour ça que je l'ai mis dans les sympatoches à lire. Donc à voir ce qui va se passer dans les tomes qui arrivent. Va-t-elle regagner cette originalité qu'il avait? Autre truc sympa à lire, Ariel and the Electric Doll. C'est pour vous les petits fans de steampunk. Le scénariste c'est Shimazaki Mujirushi et le dessinateur c'est Kuroi Mori. C'est un seinen, c'est sorti chez Mangetsu et pour l'instant il y a 3 tomes au Japon et c'est toujours en cours. Alors c'est vrai qu'on est pas mal sur de la SF dans ma sélection parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, le monde s'est frité avec l'AI, avec des androïdes. Et pour gagner cette guerre contre les androïdes, ils ont décidé de se passer d'électricité. Donc le courant, l'électricité, c'est à bout, c'est fini, on l'utilise plus. Alors pareil, c'est dans le futur, mais il va y avoir un petit peu un retour en arrière de l'humanité technologiquement, où on se croirait 200 ans en arrière. Et toi, tu suis une jeune fille qui, évidemment, a récupéré un androïde, et c'est un peu sa best friend, elle veut pas la lâcher. Ange, l'androïde, elle a un petit peu élevé Erio, la gamine, donc elle ne se quitte jamais. Et tu vas les voir un petit peu se planquer, comme ça, forcément, il faut un petit peu planquer qu'il y en a une qui marche à l'électricité, un peu chelou. Parce qu'Erio, elle a notamment un petit pouvoir qui fait qu'elle peut transmettre du courant, ce qui fait que l'androïde marche toujours. That's why. C'est hyper sympa à lire. Ça change vraiment de ce qu'on peut trouver, on va dire, dans le catalogue manga actuel. Je trouve que le mangaka a un style qui marche très très bien avec le steampunk. Et il y a un petit côté AI, intelligence artificielle. Tu sais, le film de Steven Spielberg, bon, ça commence à dater, ouais, si tu l'as pas vu, va le voir, il est très sympa. Où tu vas retrouver ce petit côté, l'androïde un petit peu planqué, qu'on humanise, mais qui lui-même est un petit peu perdu. A-t-il des sentiments ? De l'attachement pour des personnes, etc. etc. AI version steampunk et un peu post-apo. Alors après, évidemment, il y a eu d'autres nouveautés, hein. Je ne te parle pas des trucs absolument horribles que j'ai lus, enfin si, je t'en parlais d'un, tu vas voir, c'est sympa. Petite déception notamment, je me suis mis à Samurai Deeper Kyo. Alors parce qu'il y a une réédition, le saviez-vous? Alors moi à l'époque je n'avais pas lu, donc je me suis dit bon bah c'est l'occasion de commencer. Mais en fait j'avais besoin de lire un Xème manga d'époque avec des samouraïs. C'était une espèce de Kenshin un peu, mais en moins bien. Et il y avait trop de fanservice pour moi. D'ailleurs, moi, il y a un moment, quand il y a trop de fanservice, ça me sort complètement du manga et ça m'énerve et je ne le lis plus, voilà, tout simplement. Surtout quand ça y va comme ça, avec des grosses papates, quoi. Oh non, mon kimono a été déchiré, je suis à moitié à Walp. Oh zut. Subtilité 3000. Et là, on va partir maintenant sur un red flag, c'est-à-dire un truc que vraiment je vous déconseille de lire. Et là, c'est au-delà des goûts et des couleurs, parce que les goûts et les couleurs, on sait bien, on n'a pas tous les mêmes. Des trucs que je vais détester, vous allez kiffer, et inversement. Là, par contre, on va parler d'un truc avec un fond un petit peu pas ouf, tu vois. Et je parle de The Fake Alchemist. Alors, je l'ai lu, j'ai été horrifiée. Bon, alors déjà, c'est un isekai, c'était pas gagné, c'est pas trop ma kiffance, ça, tu vois. Mais bon, au début, le personnage, il était un petit peu niais, un petit peu sympa, tu vois, le peu le premier de la classe, un petit peu couillon. Mais en fait, c'est horrible, le traitement des meufs dans ce manga, c'est absolument terrible. En gros, le mec est alchimiste, et à un moment, au début, il va acheter des esclaves, donc des meufs, forcément, donc il en prend 2, là, il en prend une petite à forte tête, et il en prend une dont il manque les jambes et les bras, une elfe au bout de sa life. Et les esclaves sont clairement ses esclaves. C'est-à-dire que la meuf, littéralement, elle lui fait des faveurs contre de la thune. Je vois pas comment plus décrire de la prostitution. Et l'elfe, n'en parlons pas. Il y a un moment, il y a l'autre esclave qui lui dit « Non mais attention, hein, si tu commences à la toucher en bas, bah en fait forcément, elle va avoir envie de ken. » D'ailleurs, ce serait bien que tu le fasses pour elle, parce que comme ça lui redonnerait de la valeur. Et elle aurait pas l'impression qu'elle va se faire jeter tous les matins. Ça serait vraiment bien que tu te la tapes là, alors que la meuf, elle est au bout de sa vie, elle est à ça de mourir et il lui manque les 3/4 de ses membres. Non mais vas-y mec, vraiment, ça serait pour elle que tu ferais ça. C'est hyper malsain. Et ce qui est terrible, c'est que le mec, il est mis en position un peu niaise de « Oh, je fais vraiment ça pour les aider ». Le mec, limite, il veut pas de ça parce qu'il est un peu niais. Oh là là, il pensait pas vraiment que ses esclaves se passeraient comme ça, il y pensait pas vraiment. Mais bon, que veux-tu? Si c'est pour la bonne cause, il va le faire, hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais s'il y a des personnes qui ont lu ça, qui ont été aussi outrées que moi, merci de lui faire coucou parce que j'ai halluciné. Parce que j'ai halluciné que ce soit sorti en fait, tout simplement. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais te sortir les pages une par une et te dire en quoi c'est des immondices. Juste voilà, j'ai spoté un red flag, je le dis, je peux pas le laisser comme ça en toute impunité s'étaler sur la place publique. Oui, parce que si vous n'avez pas encore compris, je suis une connasse de féministe. Donc du coup, quand il y a des trucs comme ça qui vont sortir, je vais vous les dire, je vais vous dire c'est mort. Alors après, il y a quelques trucs qui sont sortis aussi. Est-ce que tu as acheté ton tome 2 de Doro et Doro? Va acheter ton tome 2 de Doro et Doro, c'est toujours aussi bien. D'ailleurs, j'ai lu Die Dark, et pareil, c'est assez cool. Alors on est sur une autre vibe, un peu plus chill, je trouve un peu moins gore. Ou alors, faut le dire vite, hein, ceux qui ont lu comprennent. Mais moi j'adore l'humour de la meuf, c'est beaucoup trop drôle. Elle a des idées d'objets, de vaisseaux, de répliques, de personnages totalement barrés.
Genre le sang de Spabou, moi ça m'a fait tuer, le sandwich spaghetti boulette, ceux qui savent sauront. Il y a aussi le tome 2 de Brave Belle qui est sorti. Alors à l'époque j'avais dit que j'attendais la suite pour un petit peu mieux juger, parce que le tome 1 m'avait un petit peu interpellée. Et bon c'est pas mauvais, mais je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Et sinon il y a eu la suite de Dan Dadan, parce que je vous en ai jamais parlé, mais je lis les Dan Dadan. Alors Dan Dadan, je trouve ça très très cool, hein. C'est fabuleux, l'humour est génial, j'adore les personnages, tout le monde est attachant, c'est génial, top. Par contre, il y a des moments où je trouve que c'est un peu en dents de scie. Tu vas avoir des passages, à mon avis, où ça devient un petit peu le bordel. Après, ça va bien avec le manga, parce que de manière générale, il est bordélique, sauf que là, ça nous perd un peu, et je pense notamment aux grosses bastons. Et là, dernièrement, les derniers tomes, c'était la grosse baston contre tous les extraterrestres, et au bout d'un moment, pif paf pouf kaiju, j'en avais un peu marre, bon, je passais vite les pages. Et là, on arrive dans une espèce de nouvel arc à la Jumanji, et ça fait du bien de changer, de découvrir des nouveaux personnages, de découvrir des nouveaux lieux. Alors, c'est tout aussi barré, hein, on est à base de macarons et de tarte à la fraise, hein. Mais ça m'a redonné une petite bouffée d'air dans Dan Dadan qui s'essoufflait un petit peu sur les derniers tomes. Je trouve, ce n'est que mon avis. Et ensuite, on va parler de deux choses qui me hype de ouf. Est-ce que vous avez passé que Tokyo Babylon, ça y est, ressort en perfect en juillet? Oui, alors je suis une grosse fan des clans, donc je vais être hypée à chaque sortie de chaque tome, de chaque série, ok? Ouais, bah j'ai déjà, bah je vais le racheter, bah ça me fera un double, bah c'est pas grave, c'est vachement bien. Mais sinon, si tu es abonné à Kana, tu as dû voir passer que le prochain Asano allait sortir bientôt. Bon là, c'est plutôt sur la fin d'année, donc on va encore avoir un petit peu le temps pour se mettre l'eau à la bouche. Mais on va avoir le tome 1 de Mujina Into the Deep. Et ça a l'air d'être du Asano tout craché, quoi. Parce qu'on va être dans un Japon où, après 85 ans, tu perds un petit peu tes droits d'être humain. Alors, c'est pas bien expliqué ce que ça sous-entend, mais connaissant le loulou, ça va pas être jouasse. Et au-delà des vieux, tu as aussi pas mal de gens qui renoncent à leurs droits pour X ou Y raison, ce qui va faire d'eux des exclus, des gens qui vont rester en marge de la société. Et apparemment, il va y avoir des bails un peu pas trop réglo et un petit peu trash qui vont se passer. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qui était pas trop mal à lire. C'est vrai que dernièrement je fais pas mal de nouveautés, mais peut-être qu'on va repartir sur... connaissez-vous cette série? Par exemple, ça fait 15 ans que je vais vous parler de Noragami, un jour peut-être, qui sait? Allez, sur ce je vous laisse, bisous.